Bonjour Chloé Beauvalet. Bonjour Daniel Arandel. Vous êtes impliquée depuis de nombreuses années dans l'univers de l'expérience client. C'est quoi votre parcours professionnel ? Alors, est-ce que si ça ne t'embête pas, on peut se tutoyer, puisque dans la vraie vie, on se connaît déjà ? Avec plaisir. Mon parcours professionnel, en fait, il commence dans des études littéraires. Ensuite, je me suis spécialisée en espagnol. Et finalement, je les ai terminées sur la communication au CELSA. Et donc, j'ai une première vie dans le conseil en communication, dans une agence américaine d'abord, puis dans une agence française, et avec une pause pour accompagner mon ex-conjoint en Allemagne. Donc, j'ai vécu 1 an à Düsseldorf, comme j'avais fait des études d'espagnol, c'était assez logique. Et donc, j'ai travaillé sur tous les sujets de communication d'entreprise hors médias, donc de la prévention de crise, beaucoup, des relations presse un peu, de la com interne, enfin plein de sujets de communication et notamment d'interculturel. Qui m'ont beaucoup appris. Et puis finalement, pendant ces années-là, j'étais censée faire 2 stages. J'avais rencontré déjà Canal+. Et lors de mon premier stage, ils m'ont proposé de me garder, d'où mon expérience dans le conseil en communication. Mais j'avais gardé des liens avec la personne que j'avais rencontrée chez Canal+, qui m'avait dit, le jour où j'ai un poste, je vous appelle. Et finalement, 5 ans après, elle m'a appelé en me proposant de rejoindre Canal, ce que j'ai fait en 2000. Voilà, une jolie histoire qui fait partie des jolis moments professionnels et finalement assez rares, donc précieux. Donc j'ai rejoint Canal+ en 2000, dans ce qui était alors une direction des abonnements. On était loin de ce qu'on appelle aujourd'hui la relation client, et pourtant c'était bien le même métier. J'ai travaillé d'abord donc, sur ce qui était les plus de Canal+, qui était le programme de fidélisation de Canal. Je me suis spécialisée sur l'anticipation de la résiliation, ce qu'on appelle aujourd'hui une approche data, qu'on appelait statistique simplement, et puis une autre approche qui était par moment de vie. Donc finalement, on commence à s'approcher des sujets de relations clients. J'ai passé 4 ans sur le service client France, on va dire ce qu'on appelle les fonctions support, dans des moments qui étaient extrêmement intéressants. À la fois, j'ai toujours traité des sujets de qualité et de communication, mais j'avais aussi une équipe assez protéiforme et assez évolutive en fonction des sujets qu'on avait à traiter et de l'évolution de l'équipe de façon plus générale. Donc j'ai travaillé aussi bien sur du self-care, des sujets de business intelligence, de reporting, de la prestation externalisée, enfin voilà, pas mal de sujets qui ont évolué au fur et à mesure qu'on professionnalisait finalement ces fonctions et des équipes se créaient dédiées à ces thématiques. Et j'ai fini mon passage chez Canal sur l'outre-mer et l'international, là en management transversal, travaillant avec les différentes entités de Canal+ à travers le monde, à la fois sur des sujets de service client, de marketing client, mais aussi de marketing des équipements, donc les box, les décodeurs, et de marketing des moyens de paiement, avec notamment un joli projet qui consistait à faire de la vente de Canal+ le mois par carte prépayée au Vietnam ou en Afrique subsaharienne. Donc voilà, des sujets très diversifiés, mais toujours autour des sujets clients. Et puis, j'ai été chassée à ce moment-là par le PMU, qui venait de vivre son ouverture du marché à la concurrence et qui cherchait à professionnaliser son service client aux parieurs. Et je les ai rejoints en 2011 pour finalement remettre au meilleur niveau d'exigence du marché et du métier de la relation client, le service client interne du PMU, qui était aussi adossé à un partenaire externe qui était Acticall à l'époque, donc ça résonnera un peu plus tard dans ma vie professionnelle. Et donc j'ai rejoint le PMU pour professionnaliser le service client B2C. J'ai pris progressivement d'autres fonctions qui s'élargissaient sur la prise de paris par téléphone. On a monté une conciergerie pour les très grands parieurs, parce que c'est une spécialité du PMU d'avoir à la fois des tout petits clients très sporadiques, mais aussi des clients très fidèles et qui jouent des montants plus importants. Et j'ai fini avec un cumul de fonctions autour de la data, donc finalement tout le sujet B2C, à cheval sur des sujets pure relation client et puis très marketing sur les campagnes sortantes et tous les modèles prédictifs et les algorithmes qui permettent d'accompagner au mieux le parieur dans toute sa vie de pari. Et puis j'avais dit que j'irais jamais dans le secteur de la banque assurance. Et quand une chasseuse m'a expliqué les problématiques de BNP Paribas face à l'arrivée des néobanques et aux nécessaires transformations internes du groupe, j'ai trouvé ça passionnant. Donc j'ai rejoint le groupe dans une fonction centrale qui permettait d'adresser les sujets de transformation client sur l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et la France. Donc travailler dans ce groupe.
Mais j'ai été contactée à ce moment-là par les fondateurs d'Acticall, devenus entre-temps Sitel, qui souhaitaient que je prenne la direction générale de la France, ce que j'ai fait en novembre 2019. Et donc, j'ai été à la tête de cette magnifique aventure sur l'externalisation de la relation client. Et puis, en parallèle de ça, pendant 6 ans, là, j'étais au conseil de Boulanger, donc plutôt sur des sujets retail, avec toujours ce prisme client, transfo, data et évolution interne, on va dire, managériale. Au-delà des postes occupés, quelles ont été tes autres contributions à cet univers de l'expérience client ? Alors, j'ai eu la chance d'être sollicitée très tôt pour donner des cours, à Dauphine d'abord, dans ce qui s'appelait à l'époque le DESS devenu Master 2 de gestion des entreprises culturelles, sur un cas client qui était un cas canal autour des sujets de marketing client. Et j'ai trouvé ça extrêmement nourrissant d'avoir besoin de penser ce que je faisais pour le partager avec d'autres. Et donc, j'ai toujours cherché à avoir des contributions au-delà du poste, alors évidemment avec ce socle de compétences de la fonction que j'occupais, soit sur des conférences ou des associations sectorielles. Et j'ai eu la chance très rapidement de rentrer à l'Association française de la relation client avec Éric Dadian. J'ai passé 13 ans en étant beaucoup à la tête de la commission qualité, donc en créant un certain nombre d'événements autour des sujets qualité dans la relation client, rapidement sur les sujets de fidélisation, et puis ensuite en étant au conseil d'administration. Et j'ai toujours trouvé ça passionnant d'avoir cette possibilité d'échange avec des pairs, d'autant que je trouve qu'une des spécificités des métiers de la relation client, c'est qu'il y a assez peu de secrets. Contrairement à d'autres métiers où c'est peut-être un peu plus confidentiel et délicat de partager, finalement là on fait face tous aux mêmes questions, donc on n'a pas forcément les mêmes réponses ou le même timing, mais en tout cas le benchmark et le partage est extrêmement facilité. Et puis quand je suis passée du côté du prestataire externe, donc chez Sitel, là pour le coup, donc j'ai quitté l'Association française de la relation client pour rejoindre le syndicat professionnel des centres de contact. Et aujourd'hui, je suis membre d'un club APM et j'ai la chance de participer un peu aux travaux d'un think tank qui est Entreprise et Progrès. Donc je pense que dans mon hygiène personnelle, j'ai besoin de ces moments de respiration qui sont un peu plus grands que le poste que je peux occuper spécifiquement. Alors, c'est quoi le fil rouge de ta carrière ? Le fil rouge, je pense, c'est le lien avec des gens. C'est la relation humaine. Alors, elle peut s'incarner dans une dimension managériale de relation avec des équipes, mais elle peut aussi être, évidemment, sur de la relation avec des clients, des partenaires externes, etc. Finalement, aujourd'hui, on parlerait de partie prenante de l'entreprise, interne, externe. C'est l'évolutivité de ce lien dans des moments de changement sur lesquels on a besoin de se repositionner les uns par rapport aux autres, avec des sources d'inspiration, notamment une qui est forte dans cette notion de lien à l'humain, qui est d'avoir travaillé avec une entreprise adaptée et un président de cette entreprise qui avait cherché à développer des activités en fonction des capacités à faire et des compétences de ses ressources, qui est le contraire de ce qu'on fait d'habitude dans l'entreprise. On a tendance à avoir un produit, une activité, puis à chercher des gens pour l'opérer, et à finalement n'exploiter qu'une petite partie des compétences des individus. Et je trouve que si on aborde les sujets en se disant finalement quels sont tous les talents, le champ des possibles qu'on a en interne et en externe, on peut en permanence rebattre les cartes et réinventer l'avenir à la fois de l'équipe, mais aussi de l'activité business de l'entreprise dans laquelle on est. 2 dates marquantes dans ta vie ? 2 dates marquantes. 1er avril 1996, mon premier pas professionnel, c'était mon arrivée dans l'agence Edelman que je rejoignais à l'époque. Un 1er avril, donc mon premier contact avec l'entreprise, c'était face à un ascenseur sur lequel il y avait marqué « hors service », et d'avoir le DG qui m'accueillait et qui appuie sur le bouton en disant « t'occupe, ça marche ». Et la deuxième date, j'en aurais plusieurs, mais je vais dire le 26 novembre 2019, la première fois qu'on me confie les rênes d'une direction générale, chez Sitel. Un moment où je me dis, là, je change de niveau de jeu et c'est un sacré challenge. Et voilà, donc un moment très enthousiasmant. Alors, tu rêvais de faire quoi quand tu étais petite ?
Alors, quand j'étais petite, plein de trucs, mais notamment assez longtemps directrice de la photo sur des plateaux de cinéma. Ça m'aurait bien plu de faire la Fémis. Et ensuite, prof d'espagnol longtemps. Je ne m'étais pas imaginé tellement autre chose après. Et en fait, c'est rigolo quand j'y réfléchissais, c'est que dans ces deux métiers, je retrouve une composante que finalement j'ai réussi à exercer par la suite, qui est de révéler. Dans la direction de la photographie, dans un film, on révèle ce que le réalisateur voit, on révèle les acteurs, enfin voilà, on les montre sous un certain jour. Quand on est enseignant, on révèle aussi un certain nombre de talents et de compétences chez les élèves. Et je me dis finalement, dans le management, on essaye de révéler les talents de ses collaborateurs et dans la relation client, on essaye de révéler le meilleur de ce qui peut se jouer dans l'interaction entre une marque et des utilisateurs externes. Donc finalement, j'aime bien l'idée que je n'ai pas fait ce que j'avais imaginé, mais je l'ai fait quand même. Alors, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la marmite de l'expérience client ? La rencontre avec un poste qui m'était présenté par Gérard Loblin à l'époque chez Canal+, et qui ensuite a été repris par Thierry Chamouton. Alors c'était assez étonnant parce que finalement je suis allée à cet entretien et tout le monde me disait « faut pas y aller, faut pas y aller ». C'est une poudrière sociale, ils traitent que des réclamations avec des clients pas contents, surtout n'y va pas. Et puis je suis allée à l'entretien en me disant bon, faut que je sois suffisamment bonne pour que les ressources humaines de Canal aient envie de me positionner sur un autre poste que celui-là, mais suffisamment mauvaise pour qu'ils ne me prennent pas sur ce poste-là. Et en fait, je me suis dit mais c'est magique ce qu'il me racontait. Ça me donnait terriblement envie d'aller voir le côté coulisses de là où ça se passait. J'ai une admiration sans borne pour le travail de ces gens qui, lors d'une interaction de quelques minutes avec un client, jouent la promesse de la marque. Et soit elle est tenue, soit elle se fracasse, mais c'est le moment où tout devient vrai. Et j'ai adoré l'idée que je me suis faite en quelques dizaines de minutes d'entretien, ou une heure et demie d'entretien la première fois. Et en fait, j'en suis pas sortie parce que je trouve ça magique ce qui se joue là. Ouais. C'est quoi le futur de l'expérience client ? Je pense que le futur de l'expérience client, il n'est pas entre les mains des professionnels de l'expérience client, bizarrement. Je voyais il n'y a pas longtemps là, un podcast qu'une amie m'a transmis sur là où on en est justement en termes de professionnalisation de ces métiers. Et finalement que depuis peu, les professionnels ont tendance à se recentrer sur des sujets qui sont à leurs mains autour de l'exploitation de la boucle d'amélioration continue et puis baisse un peu les bras sur la personnalisation en se disant ça implique un désilotage de la data, ça implique une mobilisation convergente de l'ensemble des acteurs, du commerce, ça implique la transformation d'un legacy informatique. Enfin voilà, il y a tellement d'implications dans l'entreprise que c'est plus entre les mains des professionnels du secteur. Donc moi, ma conviction profonde, et elle rejoint aussi mon parcours finalement, c'est l'envie d'inventer un avenir à la relation client de façon beaucoup plus large dans des fonctions qui sont celles d'une direction générale, d'un comité de direction et d'un conseil d'administration. C'est de prendre le sujet par le haut et de se dire qu'il y a là un moyen incroyable de fédérer tous les acteurs de l'entreprise au service d'un Graal unique qui est le service au client. Et ça réconcilie tout le monde. Il ne peut pas y avoir de gens qui disent non, moi, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Donc je trouve que cette intégration possible par le client, elle doit être entre les mains de quelqu'un qui a les coudées franches, une liberté d'action sur l'ensemble des équipes de l'entreprise. Donc je pense que l'avenir de la relation client, il est dans la direction générale de l'entreprise. On parle d'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'elle va sauver l'homme ou le tuer ? Je trouve ça assez étrange finalement d'opposer l'homme et l'intelligence artificielle, puisque à ce stade, il n'y a pas encore eu d'intelligence artificielle qui n'ait pas été inventée par un homme. Donc là, il n'y a pas de question de poule et d'œuf. On sait bien qui est au début de ce sujet-là. Et je trouve en plus que ça a tendance à dédouaner les usages de l'intelligence artificielle en oubliant qu'il y a un sens stratégique, il y a un sens éthique à la définition d'un algorithme, à la programmation d'un robot ou d'une intelligence quelle qu'elle soit. Et on peut s'en servir par le bas pour simplifier la vie de l'homme
en self-carisant quand on parle de nos métiers. On peut l'utiliser par le haut en augmentant le champ des possibles d'un humain pour lui faire des trucs qu'il ne serait pas capable de faire s'il n'était pas outillé. Donc je pense que l'intelligence artificielle, elle est ce qu'on en fera. Par contre, il faut avoir la lucidité de dire le sens qu'on lui donne et comment on la positionne finalement dans un business. Et donc elle peut et tuer et sauver l'homme, mais c'est à l'homme d'en décider. Quel héritage souhaites-tu laisser? C'est ambitieux, ça. Une petite trace dans les parcours des gens que j'ai pu croiser, où qu'ils soient, pour avoir justement révélé un peu dans ce qu'ils étaient, plus que ce qu'ils croyaient eux-mêmes être. J'aime l'idée ou les fidélités qu'il peut y avoir qui sont nouées avec des gens qui me disent voilà, grâce à toi, j'ai osé postuler à ça. Grâce à toi, j'ai accompli tel projet. Voilà, il y a un moment, moi, qui m'a énormément marqué, ému et rendu fière. C'est quand j'étais chez Canal+, au service client en France, on a fait un challenge commercial, activité classique dans un centre de relations clients. Et j'avais négocié avec l'antenne qu'on puisse emmener les gagnants à Cannes, monter les marches du festival. Et voilà, d'aller avec les conseillers et le superviseur monter les marches, les emmener voir les coulisses des émissions et voir une projection. Ouais, cette fierté-là, elle est dingue. De la fierté des équipes du PMU quand on a gagné le service client la première fois, puis qu'on a rejoué, puis que je vois aujourd'hui qu'il continue à le gagner avec Sébastien Pasdoué, qui est aujourd'hui à la tête du service. Voilà, je suis hyper fière de ces traces laissées qui font qu'il y a peut-être des gens qui, avec moi, pas grâce à moi, mais avec moi, ont permis d'être un peu plus que ce qu'ils étaient. As-tu des regrets? Je crois que je suis trop dans le présent et dans le futur pour avoir des regrets. Ça ne me parle pas. Je suis navrée éventuellement d'avoir dû remercier des gens ou d'avoir dû prendre des décisions un peu courageuses qui n'étaient pas forcément agréables pour certains ou qui n'ont pas été comprises. Voilà, ça, oui. Je suis assez lucide sur des choses que j'aurais pu faire mieux. Prendre des décisions plus rapidement sur certains sujets ou aborder une réunion ou une équipe un peu différemment. Enfin, voilà. Mais pas dans le sens regretter, dans le sens leçon tirée. Et si demain je me retrouve dans une configuration analogue, qu'est-ce que j'en retiens qui me permettra de faire mieux, de faire différemment. Voilà, donc non, pas de regret. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus nourri et fait grandir professionnellement? Les gens, indéniablement. Et je pense que ce qui m'a le plus fait grandir, c'est justement, réciproquement par rapport à ce que moi j'aime m'apporter aux autres, c'est les gens qui ont vu en moi plus que ce que j'étais et qui m'ont permis de franchir des caps. Je pense dans ma deuxième agence de communication chez Information et Entreprise, où on m'a confié les rênes d'une petite cellule qui animait la créativité, les techniques de créativité de l'équipe, de toutes les équipes. Voilà, ça, moi, qui venais de commencer finalement professionnellement, je vais aller chercher des méthodes de créativité pour animer les brainstorming de tous les consultants de l'agence. Je l'ai fait et c'était super. Voilà, des chasseurs de tête qui m'ont positionné sur des postes, des gens qui sont venus me chercher pour me proposer des fonctions, des moments comme celui-là où tu me proposes de faire cette émission. Voilà, je trouve que ce qui me nourrit le plus, c'est quand on parie sur moi et que je me dis allez, chiche. As-tu une belle expérience client à nous partager? Alors, c'est la même depuis plusieurs années. Rien l'a surpassé. Il y a quelques années, mon fils cadet a eu une découverte de diabète et quelques mois après, assez rapidement, 7-8 mois après, son lecteur de glycémie tombe en panne. Donc je pense que là, on est au max du stress. Donc on parle d'un enfant, on parle de sa santé et avec un niveau d'urgence qui est que la lecture de la glycémie, c'est le multi-quotidien d'un diabétique. Donc il faut absolument que l'outil fonctionne.
Donc là, énorme stress en me disant comment on fait. Et là, je retourne le lecteur et je vois marquer le numéro du service client sur le device. Donc déjà, on respire. J'appelle, pas d'attente, ça décroche, mais en quelques secondes. Quelqu'un d'hyper sympa. Il me dit, vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Donc déjà, je descends d'un cran. Et il me dit, donnez-moi votre adresse, je vais vous trouver un lecteur disponible là, dans les heures qui viennent. Je me dis, ok, je raccroche. Un peu stress quand même encore. Quelques minutes après, la personne me rappelle, me dit, vous avez un lecteur qui vous attend à tel endroit, à moins d'1 kilomètre de chez moi. Il est déjà disponible. Vous n'avez rien à payer. Vous donnez simplement le nom de l'enfant et il est à votre disposition. Je descends à la pharmacie, je me présente, on me donne le lecteur, je dis, je vous dois quelque chose. Il fait, non, vous verrez ça après. On me rappelle en me disant, est-ce que tout s'est bien passé, vous avez récupéré le lecteur? Oui. Et ne vous inquiétez pas, l'ancien lecteur qui est défectueux, je vous envoie une lettre en papier bulle à votre domicile, puisque là j'étais dans l'endroit où on était en vacances. Tranquillement, quand vous rentrez, vous nous renvoyez le lecteur défectueux, on fera l'échange et on s'occupe des formalités avec l'assurance maladie. Alors là, voilà, dingue. Donc là, on est sur appel entrant, appel sortant, déplacement géographique dans un point de vente et service retour par courrier. Donc tous les canaux, un degré d'urgence de ma boule, une disponibilité immédiate. Et tout a fonctionné, quoi. Donc, plus un service externe avec la Sécu. Donc, ouais, chapeau. C'est quoi ton truc pour décompresser le week-end? Les amis, mes proches, la famille, la culture, voilà, des expositions, des spectacles. Voilà, j'aime bien sortir. Et puis quand je peux, du jardinage. Alors j'aime bien aussi les gros feux de broussailles et du gros débroussaillage et pas uniquement couper les fleurs. Et puis nager. J'ai du plaisir à nager ou à marcher. Enfin, finalement un rapport au temps qui est un peu plus lent que ce que je peux avoir dans ma vie professionnelle. Alors qu'est-ce qui te motive le matin au lever? Les rencontres que je vais faire, les découvertes que je vais pouvoir réaliser. Je pense que voilà, c'est une journée où je ne verrai rien, ne découvrirai rien, ne rencontrerai personne, me motiverait assez mollement. Mais ça peut être effectivement d'aller découvrir un paysage, comme de découvrir des gens, comme un spectacle, comme un film, enfin peu importe. Mais ouais, la curiosité. As-tu des modèles dans ta vie? Alors, pas vraiment. Enfin, je sais pas, la notion de modèle me parle pas vraiment. Alors, j'ai quand même, je pense, 2 modèles qui sont mes 2 fils. Je suis sans gâtisme avancé. Je suis bluffée par à la fois leur curiosité et leur engagement dans ce qu'ils aiment faire, de façon très différente d'ailleurs pour les deux. Et après, c'est plutôt des résonances, en fait, des sources d'inspiration. Je pensais à récemment Laetitia Casta, qui joue le rôle de Clara Askill, qui est quand même très loin de ce qu'elle a fait quand elle était mannequin. Je suis assez bluffée, un truc qui n'a rien à voir, mais Olivier Goua, qui affronte la maladie de Charcot avec énormément de je ne sais pas comment dire, de gourmandise presque. Il est dans une envie de vivre et de transmettre qui est incroyable, avec une intelligence et une finesse remarquables. Donc je trouve que ce qu'il publie et le film qu'il est en train de préparer là, voilà, ça m'inspire. Juliette Funès, qui prône pour beaucoup de liberté en s'émancipant des identités qui nous enferment et qui n'a aucune langue de bois sur la façon dont l'entreprise fonctionne. Finalement, c'est plus des pépites, des paroles, des actes qui m'inspirent que des modèles pérennes que je garderai comme ça pour la vie. Que lis-tu en ce moment? Alors, je viens de finir Les couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre. J'avais adoré Au revoir là-haut. J'aime beaucoup Pierre Lemaitre. Et quand j'ai vu le film sortir, je me suis dit non, j'ai pas encore lu le livre. Donc voilà, donc je me suis dépêchée de lire le bouquin. Donc ça y est, maintenant je peux aller au cinéma pour aller voir le film. Est-ce qu'il y a une œuvre artistique qui t'a marqué récemment? Il y en a plein.
J'ai énormément aimé le spectacle d'une compagnie de cirque contemporain qui s'appelle la compagnie XY, qui a fait un spectacle qui s'appelle Möbius, qui est dingue à la fois de prouesse technique. C'est beaucoup de la portée, donc ils montent sur les épaules les uns des autres, et voilà, énormément d'acrobatie, et en même temps complètement fluide et au service d'un ensemble dans lequel finalement l'effort physique disparaît au profit du discours. J'ai découvert récemment Robin Wine, qui est une photographe néo-zélandaise, que j'ai trouvée assez remarquable aussi dans le dialogue qu'elle peut instaurer avec les populations maoris, indigènes, enfin voilà, donc plein de sources d'inspiration. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'année dernière La Nuit du 12, film que j'ai trouvé extrêmement intelligent et avec lequel on vit dans la durée. Voilà, plein de choses. Quelle citation te correspond le mieux ? Ça fait quelques années qu'il y a une citation qui résonne, peut-être une question d'âge aussi, mais qui est « On a deux vies et la deuxième commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une ». C'est rigolo, finalement, j'avais toujours un peu inconsciemment imaginé qu'à un moment on devenait grand et qu'on passait de l'autre côté du mur, quoi. Puis finalement, dans la vie, on découvre que on ne fait qu'avancer sans jamais franchir vraiment un mur particulier. On reste ce qu'on a été quand on a été petite et puis comment on évolue. Et donc j'aime bien cette citation parce qu'elle donne une espèce d'urgence à savourer la vie et à vivre au quotidien, une forme de carpe diem, mais lucide et volontariste. Alors qu'est-ce qui fait encore courir Chloé ? L'envie de contribuer à la société de demain, à une société un peu plus jolie que ce qu'on voit là, quoi. Post-Covid, dans le cadre de la crise climatique, qui est une crise de modèle de société, l'envie de trouver une façon de contribuer à construire quelque chose qui fait sens. Marion Darrieutor vient de publier un bouquin là, sur les leaders pop avec populaire, ouvert et politique. Cette dimension politique finalement dans l'entreprise, du dirigeant d'entreprise, de se dire voilà, quelle conviction on porte, quelle relation on veut tisser entre les gens, quel sens on donne à l'action et quelle contribution on apporte à la construction de la société, aussi modestement soit-elle. Ça me turlupine, ça, de me dire comment je peux contribuer à construire quelque chose qui est plus joli, plus fertile que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors pour conclure, quel message as-tu laissé sur le livre d'or ? Ah, le livre d'or. Le livre d'or, il est là. J'ai écrit « Le pire n'étant jamais sûr, faisons le pari du meilleur, par volonté, avec lucidité, avec gourmandise et optimisme contagieux. » J'avais envie d'inciter finalement les gens qui seraient susceptibles de lire ce livre d'or à s'engager. Je suis finalement souvent bluffée par le fait qu'un festival de musique, une association, une action quelle qu'elle soit, repose souvent sur l'envie d'un homme, d'une femme, de quelques personnes qui se mettent ensemble. Et c'est possible, en fait. Et donc, je trouve que cette espèce de pari de se dire, on ne se résigne pas, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on peut faire, il y a des choses qui sont à notre main. Et j'aimerais bien de le faire moi et donner envie à d'autres de faire le pari que ça peut être encore plus joli demain et peut-être différent, mais en tout cas qu'on peut contribuer à inventer quelque chose qui soit constructif, fertile et optimiste. Un grand merci Chloé pour ce moment passionnant et plein de confidences. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain checkpoint sur A News Experience Client. Merci Daniel. Merci Chloé.